Bonjour chers étudiants, dans cette capsule, je vais aborder la deuxième partie de ce cours qui traite de l'anatomie de l'appareil végétatif des spermaphytes. Et vous avez devant vous une diapositive du plan de cette partie. Dans un premier temps, on parlera de certaines généralités, notamment la différence entre anatomie et histologie, la différence entre cellules animales et végétales, quels sont les différents tissus qu'on trouve chez les végétaux. Il y a les tissus primaires et les tissus secondaires. Les tissus primaires sont issus de ce qu'on appelle les méristèmes primaires et les tissus secondaires sont issus de ce qu'on appelle les méristèmes secondaires. Alors, les tissus primaires, je ne vais pas les traiter puisque vous allez le voir dans un TD spécialement dédié à l'étude des tissus primaires. Moi, je vais surtout traiter les tissus secondaires et leur origine, c'est-à-dire les méristèmes secondaires, à savoir le cambium et le phylogène. Et ici, vous avez bien sûr le plan concernant cette partie des méristèmes secondaires ainsi que les tissus qu'elles donnent. Et en dernière partie de ce cours, je vais traiter la structure anatomique primaire des différents organes, que ce soit la structure primaire de la racine, de la tige et de la feuille. Alors, je vais commencer donc par certaines généralités. Vous avez d'abord, il faut faire la différence entre l'anatomie et l'histologie. L'anatomie, c'est l'étude de la structure interne des organes, des plantes, c'est-à-dire de la racine, des tiges et des feuilles. Autrement dit, on observe comment les tissus sont disposés les uns par rapport aux autres. Par contre, l'histologie, on va s'intéresser à un seul tissu qui est formé par des cellules qui ont la même origine et le même rôle, c'est-à-dire la même fonction. Maintenant, on vous a déjà parlé des différences existantes entre cellules animales et cellules végétales. La cellule végétale se caractérise par la présence d'une paroi, des chloroplastes et également une vacuole. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la paroi parce que c'est sur la base de cette paroi que la majorité des méthodes permettant l'observation des cellules végétales se basent. Alors, concernant cette paroi, ici, on va essayer de faire un agrandissement entre ces deux parois de ces deux cellules. Donc vous avez la cellule 1 et la cellule 2, et ici vous avez la paroi de la cellule 1 et ici la paroi de la cellule 2. Cette paroi de la cellule 1 est formée d'abord par ce qu'on appelle la paroi primaire, donc c'est juste cette épaisseur. Ici c'est la paroi secondaire, donc c'est cette épaisseur, et ce que vous avez là c'est la membrane cytoplasmique. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la lamelle moyenne, c'est cette partie qui apparaît en noir. Et la lamelle moyenne, c'est une partie commune entre les deux cellules, c'est-à-dire elles appartiennent aux deux cellules, et d'ailleurs c'est elle qui apparaît la première. La paroi primaire, elle est constituée par quoi? Généralement, elle est pectocellulosique, c'est-à-dire elle contient de la pectine et de la cellulose qui ne sont autres que des polymères glucidiques. Et ces polymères permettent ce qu'on appelle l'élongation. C'est pour cela, cette paroi, on la trouve uniquement au niveau des cellules juvéniles, c'est-à-dire des cellules méristématiques ou embryonnaires qu'on trouve dans les bourgeons végétatifs ou les points végétatifs, que ce soit caulinaires ou également racinaires. Donc, autrement dit, si je reviens ici pour vous dire que toutes les cellules ne possèdent pas une paroi primaire plus une paroi secondaire, ce sont les cellules méristématiques ne possèdent que la paroi primaire, alors que les cellules différenciées, ce sont donc les cellules qui sont différenciées, possèdent aussi bien la paroi primaire que la paroi secondaire. La paroi secondaire également est formée également par de la cellulose, mais en plus de la cellulose, puisque ce sont des cellules différenciées, ça veut dire que c'est des cellules spécialisées qui vont jouer un rôle bien précis. Et en fonction de la nature chimique des composés qui vont imprégner la paroi secondaire, ils vont jouer un rôle. Ainsi, les cellules
dont la paroi secondaire contient des composés phénoliques tels que la lignine. Cette substance donc a un rôle dans le renforcement de la rigidité et donc les cellules qui possèdent cette substance vont jouer le rôle de soutien. Par contre, les tissus qui possèdent dans leur paroi secondaire ce composé phénolique, c'est-à-dire la cutine ou la subérine, alors ces tissus vont jouer un rôle dans l'imperméabilisation, c'est-à-dire dans la diminution de la perte d'eau. La lamelle moyenne, on a dit, c'est une partie commune entre les deux cellules. Elle est aussi formée par des matières pectiques et c'est elle qui se forme la première. Je vais parler un petit peu, alors comme j'ai dit, les méristèmes primaires et les tissus primaires des spermaphytes vont être traités en TD. Néanmoins, je vais donc très rapidement faire un résumé sur cette partie. D'abord, les méristèmes, en général, les méristèmes sont formés, comme j'ai dit, par des cellules méristématiques, des cellules qui sont indifférenciées et dont le rôle est de se multiplier pour donner tous les autres tissus de la plante au niveau des différents organes. Et il y a d'abord les méristèmes primaires, ce qu'on appelle également les méristèmes apicaux. Donc, c'est les tissus qu'on trouve au niveau des points végétatifs, que ce soit ici caulinaires, que ce soit ici racinaires. Et ces tissus ou ces méristèmes vont donner tous les tissus primaires et ils sont à l'origine de la croissance en longueur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des méristèmes primaires et ces méristèmes primaires vont donner des tissus primaires et ces méristèmes primaires sont à l'origine de la croissance en longueur. Je donne ici quelques exemples de tissus primaires. On peut les classer en trois catégories. D'abord, vous avez ce qu'on appelle les tissus de revêtement, c'est-à-dire les tissus de protection. Rappelez-vous, on a parlé de l'assise pilifère dans la zone pilifère des racines. Donc vous avez ici une assise de protection avec des poils qui va jouer également un rôle d'absorption. Vous avez ici un tissu vert qu'on appelle le subéroïde, c'est également un tissu de revêtement. Ce tissu, on le trouve dans la zone subéreuse, alors qu'ici, vous avez ce qu'on appelle l'épiderme, qu'on trouve généralement au niveau de la tige et des feuilles. La deuxième catégorie de tissus, ce sont les tissus fondamentaux, où on trouve le sclérenchyme et le collenchyme. Alors, une remarque très importante, lorsqu'on observe les tissus végétaux, vous voyez qu'on ne voit rien au niveau des cellules, c'est parce que la méthode qui a été utilisée pour observer ces tissus, elle détruit le contenu cellulaire. Ce qui nous intéresse, c'est la paroi qui va nous permettre d'identifier les tissus. Donc lorsqu'on fait une coupe au niveau d'un organe, que ce soit la racine ou la tige ou la feuille, on met d'abord ces coupes dans l'eau de Javel et le rôle de l'eau de Javel, c'est de détruire le contenu cellulaire. Vous allez voir ça au niveau du TD lorsque vous allez traiter ce qu'on appelle la double coloration au carminovert pour l'observation des tissus végétaux. Donc ici vous avez deux tissus de soutien, le sclérenchyme et le collenchyme. Sont visibles grâce à leur paroi épaisse. Ici, c'est un tissu qui est vert car il contient de la lignine. Ici, c'est un tissu rose foncé parce qu'il contient de la cellulose. Et la dernière catégorie donc des tissus primaires, c'est ce qu'on appelle les tissus conducteurs, c'est-à-dire les tissus qui vont conduire soit la sève brute, à savoir le xylème primaire. Donc, ce sont ces vaisseaux-là que vous avez ici en vert, ce qu'on appelle le xylème primaire, c'est lui qui va conduire l'eau et les sels minéraux. Et ce que vous avez là, c'est le phloème primaire, c'est-à-dire le tissu qui va conduire la sève élaborée des feuilles vers la racine. Voilà donc pour les méristèmes primaires et les tissus primaires, et on va aborder maintenant les méristèmes secondaires. Alors une chose très importante à retenir pour les méristèmes secondaires, c'est que ces méristèmes apparaissent tardivement, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas au départ du développement de la plante,
lorsque la plante commence à se développer, il n'y a pas de tissu secondaire. Il n'y a pas de méristème secondaire. Les méristèmes secondaires vont apparaître lorsque les organes deviennent âgés. Et pas pour tous les groupes. Par exemple, les monocotylédones ne possèdent pas de méristème secondaire. Pourquoi? Parce que les monocotylédones sont des plantes annuelles et du coup, puisqu'ils ne vont pas vivre plus d'une année, ils n'ont pas besoin que des méristèmes secondaires se développent parce que, comme on l'a dit, les méristèmes secondaires, eux, vont être à l'origine des tissus secondaires et les tissus secondaires vont être à l'origine de la croissance en épaisseur. Donc, si je récapitule pour les tissus végétaux, vous avez les méristèmes primaires vont donner les tissus primaires et ils sont à l'origine de la croissance en longueur, alors que les méristèmes secondaires vont donner des tissus secondaires et ils sont à l'origine de la croissance en épaisseur. Les méristèmes secondaires qui vont apparaître sont appelés le cambium, appelé également assise libéroligneuses, ou le deuxième méristème secondaire, c'est ce qu'on appelle le phélogène, appelé également assise subéro-phélodermique. Alors, c'est simple, les tissus secondaires sont en nombre de 4. Chacun de ces assises va donner 2 tissus. Le cambium va donner le libère, ce qu'on appelle le phloème secondaire ou le bois ou xylème secondaire. D'ailleurs, le nom assise libéro-ligneuse, c'est relativement au tissu qu'il va donner. Libéro, ça vient de libère, phloème secondaire. Ligneuse, c'est l'adjectif qui indique qu'il s'agit du bois. Et donc, c'est l'assise qui va donner du libère et du bois. Alors que le phélogène, appelé assise subéro-phélodermique, parce qu'elle va donner 2 tissus également. Un premier tissu qui s'appelle le subère, et le deuxième tissu, il s'appelle le phéloderme. On va commencer d'abord par l'assise libéroligneuse, ou cambium. On va parler d'abord de sa localisation, où elle apparaît. On a dit qu'elle apparaît tardivement, mais il faut donc savoir quelle est sa localisation en fonction des organes qu'on va voir. D'abord, et puis on va voir son organisation, quelles sont les cellules qui forment ce cambium et comment fonctionnent ces cellules. Et après, on va parler bien sûr des tissus formés par le cambium. D'abord, localisation. La localisation va différer en fonction des organes. Premièrement, au niveau de la racine. Dans la racine, alors ici vous avez une photo, je vais d'abord parler de les tissus qui existent ici, parce que puisque vous n'avez pas encore vu les tissus primaires, donc ici vous n'avez que des tissus primaires. Ici ce qui est en vert, c'est un xylème, et ici également c'est un xylème, alors qu'ici c'est un phloème, un faisceau de phloème, et ici c'est un faisceau de phloème. Et donc vous voyez que vous avez une alternance de faisceaux de phloème de xylème, c'est-à-dire que vous avez ici un phloème, xylème, phloème, xylème. Donc on a une alternance. Et là je fais de l'anatomie. Je regarde comment sont disposés les tissus les uns par rapport aux autres, ce qui me permet de définir l'organe. Lorsque vous avez une alternance entre xylème et phloème, c'est que vous êtes au niveau d'une racine. Maintenant, ce que vous avez là en bleu, c'est là comment va apparaître le cambium ou l'assise libéroligneuse. Alors d'abord des arcs cambiaux qui vont apparaître dans la face interne du phloème. Là, vous avez le phloème, ça c'est sa face interne et ça c'est sa face externe, puisque ici, vers ici, vous avez l'extérieur. Puis, c'est ce que j'ai représenté ici en tiré, des arcs cambiaux dans la face externe du xylème. Là, vous avez le xylème et ça c'est sa face externe. Et ces arcs cambiaux vont se rejoindre pour former ce qu'on appelle un paquet continu étoilé. Donc vous avez ici une source d'étoile qui va devenir après circulaire. On va le voir plus ou mieux dans cette photo. Donc j'ai représenté ici le phloème en rouge et ici le xylème, il est représenté par des triangles en vert. Et dans cette deuxième figure, vous avez les traits en bleu, c'est les arcs cambiaux qui apparaissent. Donc dans un premier, les arcs ils vont apparaître dans la face interne du phloème,
puis ils vont apparaître dans la face externe du xylème et ce cambium va fonctionner, c'est-à-dire qu'il va donner des tissus, ce qu'on appelle les tissus secondaires. D'abord, ce que vous avez là, c'est le bois, hein, d'accord, vers l'intérieur, et il va donner le libère vers l'extérieur, c'est ce qui est représenté ici en rouge. Et donc vous avez remarqué, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement? La plante va remplacer les tissus conducteurs primaires par des tissus conducteurs secondaires. Au départ, vous avez ici le phloème primaire et le xylème primaire. Maintenant, vous avez ici le xylème secondaire, et ce qui est en rouge, c'est le phloème secondaire, ou appelé également le libère. Et le phloème primaire, vous voyez qu'il commence à disparaître, il est écrasé, il est rejeté vers l'extérieur, alors que le xylème que vous avez là, ici primaire, il va être poussé vers le milieu, et il va finir par disparaître et remplacé par le xylème secondaire. Et vous voyez que ici, le diamètre de la tige est petit et devient de plus en plus grand parce que c'est l'apparition des tissus secondaires qui permet qu'on appelle la croissance en épaisseur. Lorsqu'on passe chez la tige, on remarque cette fois-ci que la disposition du xylème et du phloème est différente. Ce que vous avez là en mauve et ce que vous avez là en rouge, le rouge c'est le xylème, le mauve c'est le phloème. Et vous voyez que tout à l'heure ils étaient alternes, cette fois-ci l'un est au-dessus de l'autre, on dit qu'ils sont superposés. Et donc lorsque le xylème et le phloème sont superposés, on est sûr qu'on est au niveau d'une tige. On va voir ça lorsqu'on abordera la partie de l'anatomie des organes des spermaphiles. Alors, cette fois-ci, des arcs cambiaux vont apparaître, mais dans un premier temps, c'est des arcs intrafasciculaires, c'est-à-dire entre le faisceau du xylème et le faisceau de phloème, qui vont apparaître. Puis, vous avez cet arc interfasciculaire, c'est-à-dire entre les faisceaux, entre deux faisceaux de xylème-phloème. Et dans un premier temps, c'est cet arc qui va fonctionner, c'est-à-dire l'arc intrafasciculaire. Il va nous donner ici le bois et il va nous donner ici le phloème secondaire. Et vous voyez que après, à cet état, vous avez ce qu'on appelle un paquet discontinu parce que les arcs interfasciculaires ne fonctionnent pas encore. Mais quand ils vont commencer à fonctionner, le paquet va devenir continu. Et vous voyez ici les xylèmes primaires sont repoussés vers l'extérieur, vers le centre, alors que le phloème primaire est rejeté vers l'extérieur pour être remplacé par le phloème secondaire. Et ici, donc vous voyez également que l'épaisseur de la tige augmente. Donc ici, vous avez l'état d'une tige de paquite discontinue et qui va donc devenir continue après. Si on agrandit cette partie-là, on va voir, donc j'ai représenté par le trait en bleu, c'est l'assise libérolineuse ou le cambium, et cette assise va donner le bois vers le bas et le phloème vers le bois, c'est-à-dire le xylème secondaire, et ici il va donner le phloème secondaire. Donc ici vous avez le phloème primaire qui va être donc rejeté vers l'extérieur, et là on ne voit pas le xylème primaire qui est poussé vers le centre. Et l'une des caractéristiques des tissus secondaires, c'est-à-dire que lorsque j'observe un tissu, je peux directement dire est-ce que c'est un tissu primaire ou un tissu secondaire, en regardant juste la disposition des cellules des assises. Ici vous avez des cellules qui sont alignées. Toutes les cellules sont alignées. La même chose ici, vous avez des cellules qui sont alignées. Et donc, lorsque vous avez des cellules qui sont alignées dans un tissu, on est sûr qu'on est au niveau d'un tissu secondaire. Par contre, lorsqu'on regarde à ce niveau-là, par exemple, les cellules ne sont pas alignées, et donc c'est des tissus primaires. Dans la feuille, le cambium va apparaître également grâce à des arcs intrafasciculaires, parce qu'il n'y a que des faisceaux criblovasculaires, il va donc apparaître à ce niveau-là. Et donc vous avez ici le cambium intrafasciculaire.
On le voit bien ici, ce qui est montré par le trait bleu. Là, vous avez déjà le bois qui est formé. Et donc, le xylème primaire, maintenant, il a presque disparu. Et là, vous avez le phloème secondaire. Et donc, en fait, ce qu'on voit ici, ce sont les nervures. Hein. Rappelez-vous, on a parlé des nervures. Les nervures, en fait, elles sont formées par ce qu'on appelle les tissus conducteurs ou là, les vaisseaux conducteurs. Voilà pour la localisation. Maintenant, on va parler un petit peu de l'organisation. On va voir que ce cambium va être formé par deux types de cellules. Alors, ce qu'on appelle d'abord les cellules fusiformes, c'est-à-dire ces cellules qui sont allongées verticalement. Et ces cellules qui seront à l'origine des éléments conducteurs, à savoir aussi bien les vaisseaux du xylème secondaire que les tubes criblés du phloème secondaire, et également ce qu'on appelle les fibres et le parenchyme ligneux ou libéroligneux. Le deuxième type de cellules, donc c'est ce qu'on a à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle les cellules initiales, appelées également les cellules courtes, et ces cellules sont disposées cette fois-ci horizontalement et ils seront à l'origine du système transversal, ce qu'on appelle les rayons libéroligneux. C'est un parenchyme qui est transversal. Je vais parler un petit peu maintenant de comment fonctionne ce cambium. Alors, ce cambium, comme on a dit, il est formé par des cellules fusiformes et des cellules initiales. Et je vais essayer de faire le raisonnement uniquement pour deux cellules. Mais essayez d'imaginer que vous avez plusieurs cellules qui fonctionnent en même temps. Alors ici, vous avez une cellule fusiforme et ici, en vert, vous avez une cellule initiale. Et dans un premier temps, la cellule fusiforme et la cellule initiale vont se diviser du côté interne. Et donc, vous avez ici, là, ce que j'ai représenté en rouge, c'est une cellule du bois qui commence à se développer. Après, cette même cellule, cette fois-ci, va se diviser vers l'intérieur, de même que la cellule initiale. Et vous voyez que j'ai représenté la cellule qui est divisée vers l'intérieur en bleu pour indiquer qu'il s'agit d'un autre tissu et qui n'est autre que le phloème secondaire qui va être formé par des cellules criblées, et ainsi de suite. Une fois de ce côté, mais ce qu'il faut savoir qu'en fait les cellules se divisent beaucoup plus du côté du bois que du côté du phloème, c'est-à-dire à la fin on va trouver que ce tissu va être plus développé, c'est-à-dire le bois ou le xylème secondaire par rapport au phloème secondaire. Et là ce que vous voyez donc ici, c'est ce qu'on appelle les rayons libéroligneux, donc c'est des cellules parenchymateuses, rayons libéroligneux, c'est-à-dire que c'est une partie de ce rayon se trouve dans le tissu qui est le phloème secondaire, alors que cette partie se trouve dans le bois, d'où le terme ligneux. Et donc vous voyez que les cellules en fait se divisent par bipartition péricline et se divisent d'un côté comme de l'autre pour donner deux tissus. Un tissu secondaire qui est le bois, qui va remplacer le xylème primaire, et l'autre tissu, c'est le phloème secondaire qui va remplacer le phloème primaire. Le phloème secondaire, on l'appelle également le libère. Donc ici, on peut le voir également. Là, vous avez votre cambium en bleu, et ce cambium va donner les cellules. Ça, c'est le fonctionnement d'une seule cellule, comme je vous ai montré tout à l'heure. Elle va donner des cellules de ce côté-là et des cellules de ce côté-là. Les cellules ici sont vertes, c'est le bois secondaire. Ici sont roses, c'est le phloème secondaire. Alors, quels sont les tissus qui sont formés et comment elles sont présentées? D'abord, on a le bois ou xylème secondaire, et ce bois va différer dans sa structure que l'on s'adresse au niveau des gymnospermes ou des angiospermes, notamment les dicotylédones. Lorsque je parle des angiospermes, c'est surtout les dicotylédones, puisque on sait que les monocotylédones ne possèdent pas de bois. Alors lorsqu'on regarde le bois
d'une gymnosperme, on dit que c'est un bois homoxylé parce qu'il est formé uniquement par ce qu'on appelle des trachéides, des vaisseaux aréolés. Comme vous pouvez le remarquer, vous avez d'abord ce qu'on appelle le bois d'été, c'est cette partie-là qui est verte et épaisse, formée surtout de fibres, alors qu'ici, c'est un peu aéré, et ce qu'on appelle le bois de printemps. C'est normal. Pendant l'été, les conditions sont défavorables, donc le bois ne se forme pas donc de façon continue. La plante est en sorte dans un état de dormance. Et pendant le printemps, vous avez donc formation du bois qui est plus importante puisque les conditions deviennent favorables et la plante a besoin plus d'être alimentée en sève brute. Ici, vous avez ce qu'on appelle les canaux résinifères puisque vous savez également les gymnospermes, on les appelle des résineux puisqu'ils donnent des résines. Lorsqu'on est au niveau des dicotylédones, c'est-à-dire de certains angiospermes, on va voir que le bois, lui, cette fois-ci, il est hétéroxylé, c'est-à-dire qu'en plus des vaisseaux, on va trouver ce qu'on appelle des fibres et un parenchyme ligneux, d'accord? Et de la même manière, également, vous avez un bois d'été et un bois de printemps. Là, vous voyez que la taille des diamètres des vaisseaux n'est pas la même. Et donc, c'est ce qui donne cette hétérogénéité au niveau de ce bois. Vous avez les vaisseaux avec de grands diamètres, alors qu'ici, vous avez juste des fibres ou du parenchyme ligneux. Le bois de printemps également est plus développé que le bois d'été. Et l'ensemble du bois d'été et du bois de printemps est appelé un cerne. D'accord? Et ici, vous avez ce qu'on appelle, rappelez-vous, les rayons libéraux ligneux. Ici, on voit un vrai bois, une coupe au niveau donc d'un tronc d'arbre. Donc, ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle le bois d'été, et ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle le bois de printemps. Et donc, le bois d'été plus bois de printemps, c'est l'équivalent d'une année. C'est d'ailleurs ça qui nous permet de donner l'âge à un arbre. Lorsqu'on le coupe, il suffit de compter donc le nombre de cernes qu'on a pour lui donner un âge. Donc un cerne, je rappelle, c'est quoi? C'est le bois d'été plus bois de printemps. Ici, vous avez printemps-été, une année, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, ici, vous avez un arbre qui a au moins 15 ans. Donc, comme j'ai dit, le cambium va donner le bois ou le xylème secondaire, alors vers l'intérieur, alors que vers l'extérieur, il va donner un tissu secondaire qui est le phloème secondaire. On passe maintenant au deuxième méristème secondaire qui est l'assise subérophylodermique ou phylogène. D'accord? Ce qui est intéressant de noter pour cette assise, lorsqu'on veut parler de cette assise, c'est que d'abord, elle apparaît après le cambium. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine chronologie. Les méristèmes primaires, ils apparaissent dès le départ du développement de la plante. Les méristèmes secondaires apparaissent tardivement. D'abord, le cambium apparaît le premier pour donner les tissus conducteurs, xylème secondaire et phloème secondaire. Puis, vous avez le phylogène qui va apparaître après. Et l'accroissement diamétral qui résulte de la formation des tissus conducteurs, on va voir. Ici, vous avez le cambium a commencé à donner les tissus secondaires, ici le bois et le phloème, ce qui fait vous avez une augmentation de l'épaisseur de votre tige, et qui dit augmentation, ça veut dire que vous avez des forces qui vont s'exercer sur ici l'épiderme, qui est un tissu primaire et qui va éclater. Et donc, s'il va éclater, la plante n'est plus protégée, ou l'organe n'est plus protégé, et il y a donc intérêt à fabriquer d'autres tissus de protection, d'où l'apparition ici d'un deuxième méristème secondaire qu'on appelle le phylogène. Bien sûr, sa localisation va différer selon qu'on est au niveau d'une tige
ou là d'une racine. Le phélogène peut être circulaire ou continu, ou en forme de petit arc contigu. Le plus souvent, plusieurs arcs apparaissent en position de plus en plus profonde. Dans la racine, l'origine du phélogène peut apparaître au niveau où là généralement il apparaît au niveau du péricycle, c'est-à-dire beaucoup plus profond. Il peut se former également au milieu de l'écorce ou superficiellement sous la cise pilifère. Voilà au niveau de la localisation et de l'apparition de ce méristème secondaire. Le phélogène, qu'est-ce qu'il donne comme tissu? Donc rappelez-vous, je vous ai dit que les tissus secondaires sont au nombre de 4. On a parlé du xylème secondaire, phloème secondaire. Maintenant, on a dit qu'il s'agit de la cise subéro-phélodermique ou phélogène. Donc il va donner le subère vers l'extérieur et il va donner le phéloderme vers l'intérieur. Voilà, votre phélogène, il est ici. Il donne le subère, d'accord, en fait appelé également le liège. Et ce liège est formé par des cellules mortes jointives, ils sont jointives et aplaties. Leur subérification entraîne bien sûr l'imperméabilisation totale à l'air et à l'eau. Vers le bas, il va donner, ici ça commence à donner le phéloderme. Et ce phéloderme, il est peu développé et il peut être chlorophylien ou également de réserve. Alors, si ce subère est imperméable, la plante a besoin de respirer et pour respirer, il utilise ce qu'on appelle des lenticelles. Ces lenticelles se forment dans des zones de liège où les cellules du subère vont se dissocier et le liège assurant la protection de la plante contre le froid, la sécheresse et l'attaque des parasites. Voilà, merci de votre attention.